Bonjour Sylvain Druet. Bonjour Laurent Leloup. Comment vas-tu? Ben écoute, on va se tutoyer, ça te va? Oui. Ouais, ben ça va bien, ça va bien. Ok. Merci à Bien, toi. l'occasion du jour était effectivement de parler de toi d'abord, et puis ensuite de parler du projet NICE. Donc ma première question, elle est simple, hein, c'est qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Ok, je vais essayer de ne pas faire rimer. Donc je suis Sylvain Druet, comme tu as dit. Je viens de Cergy, donc j'ai fait un master 2. Donc à l'époque, c'était un DESS en économétrie, donc à l'université de Cergy-Pontoise, qui est maintenant rattachée à Paris. Donc c'est-à-dire que économétrie, c'est l'étude ou la mesure de l'économie. Et dans le diplôme, il y avait aussi ingénierie de l'économie, analyse de données et statistiques, ce qui me permet d'avoir en fait une vision assez macro, étant donné que je vais étudier les questions macroéconomiques dans des modèles d'économétrie assez larges, et aussi une vision micro. Donc voilà, moi j'aime bien passer du très large, la compréhension de la big picture, au détail, et pouvoir passer de l'un à l'autre. Je trouve que c'est quelque chose d'important quand on veut comprendre des problématiques. Bien sûr. Donc voilà, et puis après j'ai évolué dans plusieurs domaines. Disons qu'à l'époque, je m'étais dit, si j'apprends un petit peu à analyser les données, on est quand même au début des années 2000, parce que je suis quand même plus si jeune. Donc, début des années 2000, je me suis dit, si j'ai un petit background en analyse de données, je devrais pas trop mal m'en sortir. Et ça a été le cas. J'ai pu évoluer dans différents domaines. J'ai travaillé pour des grands groupes financiers ou bancaires. J'ai travaillé pour des groupes assurantiels. J'ai travaillé aussi pas mal dans la pharma, et puis je me suis retrouvé à travailler en Angleterre en tant que modeleur pendant pas mal de temps, et puis aussi au Canada. Donc ça m'a permis un petit peu d'avoir une vision internationale, de commencer à travailler sur des projets à l'international, ce qui était plutôt sympa. Et finalement, après plusieurs années en tant que modeleur, analyste de données, économètre, j'ai décidé d'ouvrir une petite entreprise avec des amis en finance, plutôt en algorithme, enfin en trading, donc algo trading, ce qui m'a fait bien rentrer dans le domaine et la compréhension en fait de la finance pure, en sachant que un peu comme tout le monde, j'avais aussi un petit peu spéculé sur les cryptos. Dès 2017, j'ai acheté, je pense, mon premier Bitcoin sur Coinbase en 2017. Et en 2020, donc du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser pas mal au trading, j'ai évidemment commencé aussi à trader beaucoup les cryptos. Et puis avec l'aspect, justement, comme je décrivais, à vouloir comprendre un peu l'ensemble, les détails et son ensemble, très vite, je suis tombé dans le carré du lapin, en fait. Et je suis tombé fasciné par la technologie, par le white paper de Bitcoin, etc. Et j'ai compris aussi, j'ai fait la formation à l'IRA. Ce qui était plutôt pas mal pour être sûr d'avoir les bonnes bases, pour être certain, parce que effectivement, je viens avec un background académique, technique, on va dire professionnel, industriel presque, et aussi scientifique, parce que j'ai travaillé aussi dans le domaine pendant pas mal de temps, entre guillemets, de la recherche, c'est-à-dire que je publiais des articles scientifiques dans des revues internationales, un comité de relecture, donc il demande une certaine rigueur intellectuelle et technique. Mais je me suis dit, je pense que j'avais raison, c'est bien d'avoir les bonnes bases sur l'aspect propre à la blockchain. Et ça m'a permis en fait de rencontrer du monde. C'était aussi un petit peu l'idée, c'était au-delà de l'aspect technique, c'était de rentrer et mettre un pied dans le milieu de manière vraiment professionnelle, sachant que du coup j'avais déjà une entreprise. Et là, mon jury de thèse, c'était j'allais dire Jean-Christophe Barra, qui est aussi un ancien apprenant que tu connais peut-être, et qui montait, un ancien apprenant de l'ANIRA, et qui montait en fait un layer 1 en musique. Et donc mon projet était sur la musique, ce qui a fait qu'en fait il m'a embarqué un petit peu avec lui, et petit à petit
c'est vrai que j'ai pu commencer à mettre en place des modélisations, des choses que finalement je faisais déjà dans le domaine de la finance plus traditionnelle ou dans des autres activités bancaires, financières, assurantielles et pharma. Et en fait, je me suis de plus en plus intéressé à la tokenomics, à la token ingénierie. Je me suis rapproché aussi de la Token Academy Ingénierie, qui est donc un groupe de token ingénieurs qui a été formé au niveau mondial. Et puis, je me suis beaucoup renseigné sur ce qui se faisait de plus en plus. Moi, je la fais assez courte. Mais en gros, en France, je me suis rapproché d'un cabinet de conseil qui s'appelle Nomics et j'ai commencé à travailler pour eux pendant presque 2 ans, 1 an et demi. Et donc là, j'ai pu travailler sur beaucoup de projets, différents projets internationaux. Et voilà où j'en suis maintenant. Je suis devenu, entre guillemets, token ingénieur, tokenomiste, voilà, token designer. Indépendant, mais je reste à travailler en équipe, j'aime bien, quand je peux. Je parlais du statut. Hein. Bien sûr. Mais effectivement, ça fait un joli parcours et ça nous amène tout naturellement vers ce que tu fais et ce que tu sais faire aujourd'hui chez NICE, à savoir effectivement travailler avec nous sur toute la partie tokenomics, mais également sur la partie gamification qu'on est en train de développer aujourd'hui, ce qui est très intéressant pour nous. Comment est-ce que tu as perçu le projet NICE lorsque tu es arrivé dans l'équipe? Comment est-ce que tu as vu ce projet? Qu'est-ce que tu en pensais au tout démarrage? Au tout démarrage, effectivement, ça se présente quand même comme un projet Web 2, ce qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire avec une démarche classique, entre guillemets, de développer un business et d'ajouter une surcouche de gamification, mais pas que. Et j'ai senti qu'il y avait quand même une vraie volonté de la part des fondeurs, du porteur de projet, de Salim par exemple, de vraiment chercher d'intégrer les outils de la blockchain, et on va dire par extension le token, au sein du protocole, au sein du système NICE. Et j'ai trouvé ça intéressant. Moi, je fais partie des gens qui pensent que de toute manière, la technologie blockchain dans son ensemble va prendre le pas sur le reste, que je ne vois pas ce qui ferait que dans 5 à 10 ans, il y a encore des données qui ne soient pas sur une blockchain, étant donné que la technologie est supérieure en termes de sécurité, de traçabilité, de transparence, d'immuabilité, etc., que c'est déjà quasiment fait qu'on va interagir sans vraiment le savoir d'ici 2030, c'est prévu au niveau de l'Union européenne, qu'on a à peu près tous des identités décentralisées, qu'on a à partir du moment où on va être en contact avec le monde digital, on le fera via en fait un wallet, on ne saura pas, et donc par définition via une blockchain. Donc que des projets comme ça ambitieux, en plus du bassin méditerranéen francophone, on va dire vraiment, parce que je pense que c'est quand même aussi important de travailler pour des projets qui se localisent dans le bassin méditerranéen, l'Europe, etc., la francophonie, qui ait cette ambition tout de suite de comprendre les enjeux futurs dans 5 à 10 ans, de proposer tout de suite des solutions innovantes au niveau des technologies qui permettront déjà de faire le lien entre des acteurs plus traditionnels qu'on appelle Web 2 au sens général, avec ce qui va être la vague de blockchainisation qui va arriver dans le futur. Donc je pense que NICE aura un temps d'avance sur peut-être des acteurs qui sont déjà positionnés, qui sont plus des Goliath, des David, pardon, tiens, coupe. J'ai dit une bêtise, qui seront donc des acteurs qui seront déjà positionnés et qui seront déjà des géants. Oui. Et l'avantage de NICE, ce sera de pouvoir justement jouer sur ces aspects-là. Donc puis après, je me suis aussi bien entendu avec avec toi, avec les fondeurs, j'allais dire les fondeurs, mais avec les porteurs de projet. Voilà. Bien. Et effectivement, là, il y a un projet sur la gamification qui n'est pas anodin, parce que ça va permettre de travailler sur le token et donc ses différentes utilités. Est-ce que tu as, au sens large de la compréhension et de l'explication, quelque chose à nous donner comme information concernant la gamification au sein des entreprises,
au sein des différents écosystèmes que nous avons aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus? Est-ce que c'est quelque chose qui va devenir quasi indispensable? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est vrai que, surtout quand j'ai commencé moi à travailler dans la tokenomics, tout de suite j'ai vu cette vision de me dire, est-ce que ça va arriver, je ne sais pas, mais que les mécanismes économiques de redistribution de la valeur au sein des entreprises, donc plutôt des grosses entreprises, des moyennes et grosses entreprises, on va dire, mais pas forcément que d'ailleurs, se fera via justement le lien que le token permet entre les utilisateurs, les différents acteurs, les stakeholders comme on dit en anglais, et le projet, donc le protocole. Et effectivement, c'est possible que, entre guillemets, on bouge petit à petit, même si ça ne va pas se faire comme ça, même si ça sera pas, on ne va pas passer de 0 à 100, mais vers des entreprises qui vont, et des acteurs majeurs. Quand je parle des acteurs majeurs, je parle de SP500, les 500 plus grosses entreprises américaines, le CAC 40, et d'autres entreprises qui pourraient commencer à avoir un intérêt à redistribuer en fait leur plus-value, souvent monétaire, mais pas que, en token directement via leur communauté, et donc d'avoir vraiment un système qui soit beaucoup plus axé sur l'utilisateur, le consommateur, les acteurs au sein d'un projet, que des actionnaires qui vont finalement avoir les manettes en main, donc Wall Street pour la faire très courte. Donc je pense que ça serait certainement une chose qui serait profitable pour tout le monde. Est-ce que ça va se faire aussi facilement? C'est quand même compliqué, hein, derrière il y a des gros enjeux, oui. Mais il faudrait peut-être que cette adoption se fasse déjà par le fait que tout le monde possède un wallet, et ce qui va être le cas, on va tous avoir des entités décentralisées, que petit à petit du coup la blockchain va se démocratiser, que donc du coup même si on n'est pas forcément conscient d'ailleurs qu'on est sur la blockchain, comme on n'est pas conscient qu'on est sur le protocole TCP/IP, mais les outils technologiques seront là, qui font que certains acteurs vont commencer à tokeniser, c'est-à-dire ce qu'on faisait avant, on appelait ça de la titrisation. Alors, avec justement, le problème de la titrisation, c'est qu'il y a toutes les dérives de manque de transparence. Donc là, on va pouvoir avoir les avantages sans les inconvénients, on l'espère. Et donc, l'ensemble des biens et services vont pouvoir se tokeniser. Tout ce qui a de la valeur, en fait, va pouvoir se tokeniser. Alors, évidemment, les exemples les plus connus, c'est les appartements, les immeubles, qui sont, ce qu'on ne dit pas du tout liquides. On ne peut pas payer facilement et avoir un appartement. Il faut quelques mois au minimum. Mais ça peut être des voitures, des montres, des bouteilles de collection. En général, plutôt tout ce qui prend de la valeur. Ça, c'est la première idée. En général, quand les choses prennent de la valeur, c'est plus facile de spéculer dessus. C'est un peu le principe. Donc, c'est pour ça que la tokenisation passe par la spéculation. Et on l'a vu avec les NFT et l'art. Mais derrière, en fait, on ne se rend pas compte qu'en fait, on va pouvoir aussi tout tokeniser à partir du moment où ce n'est pas forcément quelque chose qui prend de la valeur, mais quelque chose qui a de la valeur et qui potentiellement dans le futur, on aura aussi, parce qu'une entreprise prend de la valeur, forcément, on va pouvoir appliquer ça. Et si des gros acteurs, je ne sais rien, moi, Nike, Coca-Cola, Apple, décident de tenter le coup et de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui se passe si finalement on redistribue une partie de nos dividendes, pas directement à nos actionnaires, mais via une partie en token, ce qui laisserait du poids de vote aussi aux personnes qui participent à ce projet, donc qui s'impliquent dans un projet, donc qui s'impliquent en fait finalement dans l'entreprise. On va rendre en fait finalement le consommateur et l'acteur et l'entreprise comment dire, plus compact, plus perméable. Oui. Et je pense que Naes a compris ça. Naes, le projet se présente dans cette optique-là. De se dire en fait finalement que ce soit les chauffeurs ou les personnes même qui cherchent à se faire livrer et plus tard avec les fonctionnalités que pourra offrir aussi la plateforme, d'avoir ce temps d'avance qui peut être très important et faire la différence. Tout à fait. Oui, c'est effectivement de la récompense, c'est la possibilité de récompenser aussi bien les partenaires que les clients, de mettre en place des revenus passifs sur ceux qui conservent le token et qui le gardent. Et puis ensuite, bien évidemment, entre autres, la gouvernance partagée, quoi. Donc on rentre, c'est vrai, plein pied dans la décentralisation.
Voilà, plein pied dans la décentralisation. Effectivement, il y a plein de concepts que j'ai pas forcément abordés, mais la décentralisation en est un. Surtout si on veut commencer à parler un petit peu dans le jargon de ce qu'on appelle la DePIN. Donc, c'est les infrastructures décentralisées, des infrastructures qui sont centralisées. Ça pourrait être, par exemple, Google Maps, entre guillemets, c'est un exemple. Mais Google Maps, c'est centralisé, où on va couvrir avec des Google Cars, je crois, et des caméras, l'ensemble du mapping de la surface terrestre. Voilà, il y a des projets, par exemple, qui proposent que chacun prenne son téléphone et prenne des photos. Et donc là, l'incitation, elle est monétaire, mais il faut toujours avoir un objectif en tête. L'objectif, c'est de couvrir l'ensemble des zones et de ne pas avoir des trous dans la carte. Et c'est le cas aussi avec des projets comme BitBouncer qui proposent des cloud computing décentralisés. Donc, au lieu d'avoir des serveurs comme le font OpenAI ou les gros acteurs qui font tourner des LLM, là, chacun peut faire tourner, en fait, avec son GPU et même des fois son CPU, une partie des langages, des modèles à large langage, pour pouvoir, en fait, donner de la puissance de calcul à l'ensemble d'un protocole plus large et décentralisé. Donc effectivement, ça c'est un gros atout de la blockchain, et le token en fait va être le fuel, va être l'essence qui va permettre de faire fonctionner tout ça. Et donc c'est difficile de trouver c'est pour ça que je vais peut-être pas chercher aussi à le faire, de trouver une utilité propre au token, parce qu'en fonction des projets, le token va agir dans un levier, va agir de manière différente, mais toujours avec l'idée de chercher à ce qu'on appelle optimiser une fonction objective. Si vous voulez un petit peu poser les choses de manière un peu plus théorique et mathématique. Oui. Donc là, effectivement, dans le cas de NAES, l'utilité du token il y aura plusieurs utilités au token. Je ne sais pas si on peut en parler là ou si à ce stade. Si, on peut en parler un peu. C'est vrai que dans le transport de marchandises et de biens, il va avoir une utilité. Dans le transport de personnes, il va en avoir aussi. Dans le transport et la livraison des courses et des repas, il va en avoir aussi. Dans différentes activités, on peut effectivement donner quelques utilités. Oui, on peut commencer à effleurer le sujet, bien évidemment. Oui. Bien sûr. Alors, effectivement, donc là, on peut voir effectivement plusieurs acteurs. Il y a les personnes qui vont livrer. Et donc, ces personnes-là, effectivement, l'idée, c'est de faire en sorte que ils aient des avantages via le token à être incités à fournir un service de qualité, à savoir, ça peut être un peu basique, mais dans la livraison, ce qu'on attend, enfin en tout cas moi en tant que personne qui va attendre un colis, je veux que mon colis il soit là déjà, le bonjour, il soit à l'heure, il soit en bon état, il ne soit pas détérioré. Donc voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on peut jouer, c'est des leviers avec lesquels le token peut récompenser. Alors, tu parlais de gamification, peut-être pour clarifier, gamification, ça peut être effectivement, on va mettre ce qu'on appelle un classement, un leaderboard, et toutes les 2 semaines ou tous les mois, l'ensemble des livreurs pourront avoir une accumulation de points, ce qu'on appelle la pointonomics, et c'est-à-dire qu'en fait, ça va être un système qui va cumuler des points qu'on va pondérer en fonction de différentes tâches qu'on va chercher à incentiver, donc à inciter les chauffeurs à agir d'une manière ou d'une autre. En général, la chose la plus connue, c'est la note. On met une notation. Une notation, ça agrège normalement l'ensemble de la qualité que l'on souhaite obtenir via quelqu'un qui livre, quelqu'un qui sera par exemple un chauffeur d'un VTC, pardon. Chercher à pas citer de marque, c'est pour ça. Et du coup, on laisse l'utilisateur en fait finalement complètement le poids de ce score final, une note de 0 à 5. Maintenant, on peut aussi la découper, on peut être plus précis, on peut avoir plus de transparence pour avoir une forme aussi plus peut-être de justesse derrière ça. On peut aussi chercher à couvrir des zones qui le sont moins, couvrir peut-être des horaires qui sont moins couverts. Donc, inciter à chaque fois les personnes qui le souhaitent comme tout à l'heure on citait l'exemple des cartes géographiques pour lesquelles il manquait des espaces qui n'étaient pas couverts. Là, l'idée, voilà, par exemple, l'idée, ça serait effectivement d'aller chercher à optimiser l'ensemble du service dans une volonté de ce qu'on appelle faire des boucles de rétroaction positive. C'est un mot un peu barbare pour dire que
finalement, un processus va entraîner un autre processus qui va entraîner un autre processus et qui va créer en fait un effet de roue. Et cette roue en fait va grossir un petit peu comme une boule de neige et fait qu'en fait, entre guillemets, chacun va y gagner. Et le token, par exemple, ça peut être... alors là, je peux rentrer un peu plus dans la technique. Je ne sais pas si ça va intéresser tout le monde. Mais oui, je pense que si, ça peut intéresser du monde, bien évidemment, si. Ok, alors l'idée, effectivement, comme on fait de la tokenomics, c'est de voir ça un petit peu comme une banque centrale qui émettrait de la monnaie. La banque centrale va chercher à émettre de la monnaie tous les ans. Par exemple, les États-Unis augmentent sa masse monétaire, ce qu'on appelle le M2, de 6% tous les ans. Vous pouvez prendre une courbe du M2 américain, vous allez sur TradingView par exemple, et vous allez voir, si vous mettez en échelle algorithmique, on peut voir un petit peu le pourcentage. Tous les ans, depuis, je sais pas, 80 ans, la masse monétaire américaine augmente de 6%. Il y a pas... Alors forcément, plus ça avance, plus c'est impressionnant, parce qu'on augmente de plus en plus. Parce que 6% de plusieurs milliards, c'est forcément beaucoup plus important que 6% de plusieurs millions. Et donc, on fait pareil avec des tokens. On va créer ce qu'on appelle de l'inflation. Et l'idée, derrière, c'est que la valeur en fait, du token ne s'écroule pas. Et pour ça, il y a plein de choses. Mais une des choses qui est assez classique quand on travaille dans l'économie, dans les émissions monétaires, dans les politiques économiques et politiques monétaires, pardon, c'est de faire en sorte que le token ne circule pas trop vite. Donc la monnaie ne circule pas trop vite. Sinon, on se retrouverait dans des cas un petit peu comme c'était le cas en Argentine il y a quelques années, où finalement on recevait, je crois que c'est un peso, l'équivalent de la devise locale, et on le revendait tout de suite parce qu'en fait l'argent, enfin la devise prenait tellement de valeur qu'en fait on avait déjà perdu la moitié de sa valeur en une journée, quoi. Et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc, on va chercher à mettre en place des mécanismes pour que les gens ne conservent en fait leur token. Donc, en gros, ce qui est un peu le cas, par exemple en Europe, on aime bien faire en sorte que les gens épargnent. Donc, on met en place le livret A en France, par exemple. Et pour ça, il faut quand même qu'il y ait un petit avantage. Pourquoi on irait mettre de l'argent de côté alors qu'on pourrait l'utiliser? Alors, on donne un peu de rendement. Donc, c'est la même chose quand on va inciter les personnes à ce qu'on dit staker, à mettre sur un compte séquestre, en fait. Et donc, on va leur donner un peu de rendement. Et ça peut faire partie de la politique monétaire. Donc, ça va être des tokens qu'on va créer pour inciter les gens à conserver leurs tokens. Et après, dans un second temps, une fois que le protocole fera du revenu, on va récupérer, ce qu'on dit, on va buy back, donc on va racheter en fait des tokens avec le revenu pour les redonner au protocole. Et là, donc, c'est un premier mécanisme économique qu'on peut mettre en place pour inciter les gens à conserver leur token. Donc, si le token ne circule pas trop, donc si on réduit la vélocité, c'est la vitesse de circulation du token, alors on peut s'attendre à ce qu'il y ait un effet inflationniste moins important. Et donc, du coup, le token prend en valeur. Et donc, les gens qui ont conservé le token, étant donné que le token a pris en valeur, ils sont contents parce que finalement, ils ont eu un rendement, un yield, comme on dit. En plus, le token a pris de la valeur. Et en plus, on peut là commencer aussi à mettre d'autres mécaniques en place. On peut mettre ce qu'on appelle des votes escrocs. Escroc, c'est pas un escroc, hein, ça veut dire séquestre en anglais. Et via ces systèmes qui viennent de la finance décentralisée, de Curve, on peut en fait inciter les gens à staker leur token, le NAEST, ils obtiennent du VNAEST, et avec ce VNAEST, ils ne pourront pas le transférer, mais par contre, ils auront des avantages. Et ces avantages vont alors peut-être leur permettre d'avoir des réductions sur des courses, leur donner accès à d'autres services que NAEST pourrait proposer, comme un système assurantiel, comme un système par exemple de mécanique pour les chauffeurs. Et aussi leur permet, et tu l'as mentionné à un moment donné, de voter. Et donc peut-être que ce qu'on appelle Decentralized Fund DAO, Decentralized Autonomous Organization, en gros les personnes qui possèdent du token vont pouvoir voter, peut-être décider d'allouer, c'est là ça peut être un peu plus précis, des poids sur les incitations des différents livreurs ou utilisateurs ou consommateurs de la redistribution de ces tokens. Donc, par exemple, je parlais au début d'un leaderboard. Tous les mois, en fonction des tâches, les chauffeurs pourraient toucher des tokens. Les personnes qui ont staké touchent aussi des tokens. Par exemple, si moi je possède beaucoup de VE tokens, je veux qu'il y ait plus de tokens qui se dirigent vers le staking, donc vers ceux qui ont staké. Et au contraire, peut-être ceux qui vont être à la tête
système de livraison d'objets très lourds et qui couvrent une zone géographique qui n'est pas forcément très bien couverte, vont dire moi je voudrais qu'il y ait plus de tokens qui ciblent ces gens-là. Donc ce système de vote fait que naturellement en fait le système s'équilibre par lui-même. Bon voilà, c'est un peu difficile à expliquer peut-être comme ça sans le schématiser, mais j'espère que vous avez un peu compris un peu l'idée derrière de tout ce qu'on peut faire en fait finalement avec les tokens. Et c'est évidemment qu'une partie derrière, comme tu l'as dit, derrière il y a plusieurs façons d'inciter les gens via en fait des récompenses à entre guillemets agir de manière saine. Et que cette action en fait favorise tout le monde parce que derrière l'idée c'est aussi que le token prenne de la valeur et que donc finalement tout le monde soit content, que les services s'améliorent, que la qualité s'améliore, que le réseau grossisse, que les chauffeurs soient mieux payés, que donc du coup il y ait plus d'investissement qui permet ensuite de continuer à améliorer la route. C'est une espèce de roue vertueuse, effectivement. C'est ça. Voilà. C'est la flywheel. Tout à fait. On appelle ça comme ça. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est comme ça qu'on la nomme dans le monde de la DeepMind, tout à fait. Écoute, Sylvain, aujourd'hui on aura pris déjà une bonne leçon, entre guillemets, sur les tokenomics, mais également, bien évidemment, sur la gamification. Ça nous permet de faire un premier talk aujourd'hui sur, je dirais, ces grandes généralités. On aura l'occasion de rediscuter dans un prochain talk de choses un peu plus concrètes, avec pourquoi pas une présentation, mais ça sera dans un épisode suivant. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de discuter avec toi. Enfin, tu peux discuter avec nous à destination de la communauté, qu'on puisse un peu mieux comprendre ce qu'est le projet NICE et comment il va se développer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Sylvain, je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle fin de journée. Et puis, je te dis à très vite, bien évidemment, parce qu'on est souvent en réunion ensemble. Oui, donc, je pense qu'on va bientôt se reparler. Merci beaucoup. Merci à toi, Laurent. Merci à toi, Sylvain. Bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.